La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, on en saura un peu plus sur les missions assignées à l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Au-delà de l'intégration économique, il faut aussi et surtout noter d'autres charges qu'on aura à découvrir ensemble avec la communauté universitaire. Nous serons également dans cette édition à Pyongyang, en Corée du Nord, où le pays vient d'enregistrer un premier cas de décès lié à la COVID-19, une sérieuse menace qui oblige les autorités à changer de stratégie. Nous allons enfin partager avec vous le message divin au peuple kabylais. Ce message, tenez-vous bien, renvoie le Kabylie à ses origines et traditions. Message contenu dans un ouvrage rendu public. Voilà pour le sommet. Place maintenant au journal. Le président de la République a reçu ce jour professeur Nassirou Bako Arifari, envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique pour l'Afrique. Avec le chef de l'État, il était surtout question de trouver des solutions idoines pour préserver la paix dans la sous-région. Nous écoutons professeur Nassirou au sortir de l'audience. Le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé, m'a reçu en audience ce matin. Au cours de l'audience, j'ai transmis un message écrit du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, son Excellence M. Hissène Brahim Taha. Et le message, bien entendu, dont le contenu est destiné au président Faure Gnassingbé, est relatif à la situation de crise, d'instabilité dans un certain nombre de pays et membres de la CEDEAO. Le secrétaire général de l'OCI, bien entendu, a souhaité que le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé, mette tout son génie de diplomatie du consensus, qui est une grande tradition diplomatique du Togo, et qu'il mette également toute son expérience de doyen des chefs d'État de l'espace CEDEAO pour mettre, disons, dans la balance, j'allais dire, de manière à faire en sorte que nous puissions son Excellence M. Faure
cours de l'audience. Et toutes nos excuses pour cette panne technique et nous retournons à la présidence de la République où ce matin, le chef de l'État a reçu le professeur Nassirou Bako Arifari, envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique pour l'Afrique. Avec le chef de l'État, il était surtout question de trouver des solutions idoines pour préserver la paix dans la sous-région. Nous écoutons professeur Nassirou au sortir de l'audience. De la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé m'a reçu en audience ce matin. Au cours de l'audience, j'ai transmis un message écrit du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, son Excellence M. Hissène Brahim Taha. Et le message, bien entendu, dont le contenu est destiné au président Faure Gnassingbé, est relatif à la situation de crise, d'instabilité dans un certain nombre de pays et membres de la CEDEAO. Le secrétaire général de l'OCI, bien entendu, a souhaité que le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé, mette tout son génie de diplomatie du consensus, qui est une grande tradition diplomatique du Togo, et qu'il mette également toute son expérience de doyen des chefs d'État de l'espace CEDEAO pour mettre, disons, dans la balance, j'allais dire, de manière à faire en sorte que nous puissions trouver des solutions consensuelles, des compromis acceptables dans les différentes crises que nous connaissons dans la sous-région, notamment au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que ces trois pays ont connu ces derniers temps des changements, disons, non constitutionnels de régime, et que la CEDEAO a pris un certain nombre de mesures à l'endroit donc de ces pays, notamment du Mali. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique a souhaité donc que nous fassions un plaidoyer auprès des chefs d'État de la sous-région de manière à ce que tout le monde puisse trouver une solution respectueuse, si vous voulez, de la dignité, de la souveraineté et de toute la considération dont jouit l'organisation régionale qu'est la CEDEAO. Et comme annoncé en début de cette édition, la commission de l'UOMOA a posé ses valises depuis ce matin à l'université de Lomé pour une journée d'information. L'exercice consiste surtout à présenter les missions assignées à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, histoire de mieux connaître l'institution sous-régionale, les différentes réformes entreprises au niveau de l'UOMOA pour rendre l'enseignement supérieur plus pratique et répondant aux exigences de l'heure était également au cœur des échanges. Le résumé de la séance avec Clarisse Aticlé. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, présentée ici au monde universitaire. La mission phare de l'Union, l'intégration sous-régionale avec ses contraintes ainsi que ses enjeux sont décortiqués. Il s'agit d'une journée d'information avec l'université de Lomé après celle de Kara. La représentation résidente de la commission de l'UEMOA réserve dans son programme d'activité annuel une journée de sensibilisation et d'information avec les différents secteurs concernés par nos réformes. À la demande d'abord de l'université de Kara, et ensuite nous avons pensé l'élargir et en faire profiter l'université de Lomé. Au cours des échanges, les réformes de l'UEMOA au niveau de l'enseignement supérieur ont été également présentées. Elles concernent, entre autres, l'harmonisation du baccalauréat, la revue des curricula et l'adéquation formation-emploi. Il y a tout l'intérêt pour les étudiants et même le corps professoral à voir quelles sont les réformes prises pour le secteur et pouvoir, dans les différents programmes déployés par la commission de l'UEMOA, trouver ici et là leur intérêt dans ce que nous faisons au quotidien. Nous avons aussi un programme assez méconnu, le programme des bourses
pour les étudiants qui comporte 10 bourses par an pour chaque État membre. Pour les meilleurs, ce sont des bourses d'excellence, donc pour les meilleurs étudiants de nos différentes universités. L'initiative est saluée et bien accueillie par l'Université de Lomé. C'est depuis le 10 janvier 1994 que l'UEMOA s'évertue à faire de l'intégration sous-régionale une réalité dans les 8 États membres à travers l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires. Son défi actuel, lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme dans les États membres. Parlons maintenant finances et développement avec cette nouvelle enveloppe que les partenaires du Togo mettent à contribution pour réhabiliter les pistes rurales et financer le projet environnement urbain phase 4. Il s'agit ici d'un peu plus de 32 milliards de francs CFA que l'FD et KFW mettent à disposition à travers la signature d'une convention de financement avec le gouvernement togolais. Compte rendu de la séance avec Clarisse Aticlé. 2 conventions signées, l'une entre le Togo et la France et l'autre avec l'Allemagne. La première convention d'un montant de 20 millions d'euros, soit environ 13,2 milliards de francs CFA, est destinée au financement partiel de la 4e phase du projet environnement urbain de Lomé, PEUL 4. La deuxième convention d'un montant de 30 millions d'euros, l'équivalent de 19,678 milliards de francs CFA, a pour objectif le financement partiel du programme d'appui aux pistes rurales PAPR2. Ce programme est également l'objet de l'avenant au contrat d'aide financière avec la KFW. De telles cérémonies constituent des temps forts de la coopération entre le Togo et la France, entre le Togo et l'Europe. Elles en traduisent le dynamisme, le bon phasage avec la feuille de route 2025 du gouvernement togolais et l'évolution du contexte. Et elles traduisent, pour mon pays, notre volonté réaffirmée de les accompagner, tout particulièrement au travers de l'Agence française de développement. Nous nous réjouissons de ce partenariat réussi dans le cadre de la Team Europe qui permet d'améliorer l'état des pistes rurales au profit des populations. La France, à travers l'AFD, et l'Allemagne, à travers la KFW, veulent contribuer à l'amélioration des pistes rurales au Togo et au renforcement de la gestion des déchets solides dans le Grand Lomé. Le PAPR et le PEUL sont nés de la volonté du gouvernement togolais d'améliorer les conditions de vie des populations. Leur mise en œuvre témoigne de l'excellence des relations entre le Togo et la Team Europe. Je voudrais saluer la qualité de ces relations et saluer la Team Europe, la France, l'Allemagne, pour leur accompagnement sur ces 2 projets qui s'inscrivent dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Le projet PEUL, lancé en 2006, vise à améliorer les conditions de vie des habitants de l'agglomération du Grand Lomé. Grâce au projet PEUL 1 et PEUL 2, les filières de collecte et de pré-collecte de déchets ont été restructurées. Ces 2 premières phases ont permis également la construction d'un centre d'enfouissement technique moderne à Akepe et l'aménagement de points de regroupement intermédiaires dans le Grand Lomé. La phase 3, actuellement en cours d'exécution, vise l'amélioration de la salubrité urbaine au travers de la mise en sécurité environnementale de l'ancienne décharge d'Aguanivé et au renforcement des capacités administratives et financières de la municipalité du Grand Lomé. En initiant le projet PEUL 4, les autorités togolaises ont à cœur de consolider les acquis des phases précédentes afin d'améliorer durablement la qualité du cadre de vie des populations du Grand Lomé. Le PEUL 4 est donc déployé pour consolider les phases précédentes et l'appui de l'AFD à ce projet vient consolider le processus de décentralisation engagé par le Togo. Le financement accordé au PAPR2 sera utilisé pour améliorer l'accès des ménages et des producteurs au marché par la construction de 2000 km de pistes rurales.
et le gouvernement envisage de construire 4000 km de pistes rurales à l'horizon 2025. L'actualité ce soir, c'est aussi cet engagement du Fonds des Nations Unies pour la population à faire de la santé maternelle et de la reproduction une priorité au Togo. Dans les savanes, l'organisme onusien fait le bilan de ses activités après 3 ans d'exercice. Compte rendu, Gérald Agoutou. La représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population à la rencontre des partenaires impliqués dans la mise en œuvre du 7e programme de l'UNFPA dans la région des savanes. De 2019 à 2023, l'UNFPA s'est engagé dans plusieurs domaines: santé maternelle, genre et droits humains, population et développement, planification familiale et bien d'autres encore. Après 3 ans d'exécution, l'heure est à la capitalisation des acquis au profit des communautés à la base. L'UNFPA, comme tous les partenaires, fait de la région des savanes sa priorité dans le cadre du mandat de l'UNFPA, qui est donc la santé de la reproduction, la santé maternelle, la santé des jeunes et des adolescents. Le bilan est globalement positif, surtout lorsque nous entendons les échanges que nous avons eus tout à l'heure avec les équipes cadres. Il est globalement positif pour les indicateurs, mais comme vous le savez, beaucoup reste à faire. Sur place, les difficultés rencontrées ont été également partagées. Et conformément au programme d'urgence de développement de la région des savanes initié par le chef de l'État, l'UNFPA compte s'investir davantage pour sa mise en œuvre. L'UNFPA a eu l'opportunité de mobiliser des fonds additionnels pour justement accompagner ce programme d'urgence. Le bilan du 7e programme, qui a commencé en 2019 et qui devait s'achever en 2023, a été écourté pour des raisons extrêmement stratégiques et que nous trouvons bénéfiques pour tout le système des Nations Unies, parce qu'il fallait s'aligner aux nouvelles priorités du gouvernement et à la nouvelle feuille de route de Togo 2025. Et donc le nouveau programme qui débutera en 2023 pour encore un autre cycle de 5 ans. Nous avons l'obligation de trouver des solutions et d'améliorer les indicateurs de cette région en termes de santé, des indicateurs qui sont complètement différents des indicateurs des autres régions. À l'horizon 2030, l'UNFPA compte mettre fin aux besoins non satisfaits en planification familiale, aux décès maternels évitables, puis aux violences basées sur le genre et aux pratiques néfastes envers les femmes et les filles. Écho de la primature, 2 diplomates ont été reçus par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe en première audience. L'ambassadeur des États-Unis au Togo, elle est venue exprimer le soutien de son pays au Togo et la volonté des États-Unis de renforcer la coopération avec le pays. Madame le chef du gouvernement s'est ensuite entretenu avec le nouvel ambassadeur du Brésil au Togo, Ney Betancourt. Il était également question du renforcement des relations brésil-togolaises. Compte rendu, Yasmine Kodia. Les relations bilatérales entre Washington et Lomé se renforcent davantage. Madame Elisabeth Frissimans, nouvelle ambassadrice des États-Unis, est venue exprimer son soutien au Togo suite à l'attaque terroriste de Pekwa-Kanji et réaffirmer l'engagement de son pays au Premier ministre à soutenir le Togo dans le processus de développement inclusif. Au nom du gouvernement américain, mon très sincère condoléances après l'attaque au nord du pays. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de parler avec Madame la Première ministre aujourd'hui. Nous avons discuté les opportunités pour augmenter les connexions entre les États-Unis d'Amérique et la République du Togo. Je suis sûre qu'à l'avenir, nous allons augmenter les connexions entre nos 2 pays pour soutenir la croissance économique inclusive. En seconde audience, Madame le Premier ministre a conféré avec le nouvel ambassadeur du Brésil au Togo, Ney Betancourt. Le renforcement de la diplomatie bilatérale, notamment dans les domaines de la coopération, du dialogue et du développement, était au centre des discussions. J'ai présenté mes félicitations au Togo pour le rôle qu'il joue comme pays avec une diplomatie de tradition de médiation, de la paix, de la sécurité, de la stabilité pour que les pays puissent mener à bout leurs projets de développement. Les défis conjoints des 2 pays dans les domaines de la lutte contre la faim,
Les programmes de cantine scolaire du Brésil, qui sont à l'origine du programme du Togo, sont des complémentarités que nous voulons explorer. Nous avons les nouveaux projets que nous pensons dans le domaine de l'agriculture. Nous savons que nous pourrons faire plus et que nous avons beaucoup d'espace. Je remercie infiniment Madame le Premier ministre par son message si positif. Les 2 nouveaux ambassadeurs brésiliens et américains sont arrivés au Togo en début de cette année 2022. L'actualité sanitaire hors du Togo, la Corée du Nord vient d'enregistrer son premier cas de décès lié à la COVID-19. Une situation qui devient préoccupante à Pyongyang. Le pouvoir politique sur place renforce les dispositifs. Reportage. Kim Jong-un en visite au siège national de la prévention des épidémies. C'est ici que le leader nord-coréen aurait pris connaissance de la propagation du Covid-19 dans tout le pays. Un confinement national a été décrété. C'est le défi le plus important et la tâche la plus importante auquel notre parti doit faire face pour inverser rapidement cette situation de crise sanitaire. Pour l'instant, une seule personne est officiellement décédée après avoir été testée positive à un sous-variant d'Omicron. Selon l'agence de presse d'État, plus de 187 000 Nord-Coréens sont actuellement à l'isolement et soignés pour une fièvre à l'origine inconnue. Aucun des 25 millions d'habitants du pays n'est vacciné contre le Covid-19. Pyongyang avait refusé les offres de vaccination de l'OMS, mais aussi de la Russie et de la Chine. Une épidémie en Corée du Nord serait catastrophique d'après les experts, alors que les infrastructures sanitaires sont réputées défaillantes. Jusqu'à présent, le pays avait officiellement tenu le virus à distance, en fermant hermétiquement ses frontières depuis 2020. Comme pour détourner l'attention, Kim Jong-un a fait tirer des missiles balistiques vers la mer du Japon, d'après l'armée sud-coréenne ce jeudi. À cause du Covid, de nombreux citoyens nord-coréens ont peur et il y a de fortes chances que l'ambiance sociale se détériore. Du coup, la Corée du Nord est tentée de précipiter des essais de missiles ou des tirs nucléaires pour remonter le moral des citoyens. Pour rappel, sous le coup de sanctions internationales contre son programme de missiles et d'armes nucléaires. La situation maintenant à la pandémie au nouveau coronavirus à ce jour du vendredi 13 mai 2022 et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 023 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 724. 2 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 23 et le nombre de décès est de 273. La situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiyawa. Les jeunes entrepreneurs togolais en panne d'idées pour promouvoir leurs activités. Vous avez peut-être ici une solution qui s'offre à vous, la formation et le mentorat, un programme basé essentiellement sur le coaching. Le point au lancement avec Sandra Gouche Issa Karuna, commentaire Sandra Ziagbe. Adnan est dans la communication et multimédia depuis bientôt 10 ans. Son agence, il la gère à sa manière. J'ai commencé à la maison, donc mon agence, et petit à petit, donc, avec les petits marchés qu'on recevait, on essaie de grandir. Chimène, elle vient de se lancer dans le vêtement. Son ambition, habiller les Togolais avec une touche locale. Avoir le financement pour monter vraiment ce projet, pour quitter du start-up pour aller en une grande entreprise. Adnan et Chimène font partie des lauréats du programme de formation et mentorat des jeunes dirigeants des micro, petites et moyennes entreprises, fruit d'un long processus démarré depuis 2021. On a besoin qu'ils soient disponibles et qu'ils soient engagés à apprendre, à être coachés, à être mentorés et également à passer à la suite qui concerne les financements éventuels. Le but, c'est qu'au fur et à mesure que ces PME, qui sont aujourd'hui des start-up, ce sont des entreprises totalement nouvelles, au fur et à mesure qu'elles vont grandir et elles vont arriver à un niveau de maturité suffisamment élevé pour pouvoir tirer un financement bancaire, c'est là où AGF pourra jouer un rôle. Le programme va aider ces jeunes entrepreneurs et start-up à formaliser leurs initiatives et à accéder facilement au financement. La banque a essayé à travers différentes initiatives. Donc la première initiative qui est la stratégie Job for Youth, emploi pour les jeunes, pour essayer de voir
quels sont les instruments qu'on doit mettre à la disposition de nos États pour pouvoir essayer d'adresser ces questions. C'est un travail que nous faisons déjà au niveau du ministère du Développement à la base, et particulièrement à travers le FAEJ. Quand le jeune a une idée de projet, il vient au niveau du FAEJ, le FAEJ l'accompagne pour reformuler le projet. On met en place les différents mécanismes pour que ce projet-là soit bancable. Au total, 80 jeunes vont bénéficier de ce programme de formation et de mentorat. Il se déroulera en présentiel et en ligne et s'étendra sur 4 mois. Et que faire pour rendre les institutions financières et de télécommunications plus accessibles et disponibles à la population? Une question d'actualité qui est présentement en étude au sein du groupe OMOA qui propose une approche de gestion innovante et sécurisée. Le point des travaux avec Abouzadadia commentaire. Antoinette Omo va voir. Les banques, les microfinances, les assurances et les opérateurs télécoms disposent désormais d'un accompagnement du groupe OMOA. Il s'agit de l'installation et la maintenance de GAB, POS, une intégration des solutions logicielles, la délivrance de services de digitalisation des moyens de paiement, les transactions monétiques ainsi que la personnalisation des cartes. Service assuré par sa nouvelle filiale dénommée Opérateur Payment System. Nous étions les seuls partenaires qui étaient présents dans le pays. Tous les autres acteurs étaient à l'étranger, soit c'était des sociétés européennes, maghrébiennes, et il suffisait juste qu'il y ait un seul des acteurs qui soit en retard, le projet va être en retard. Et quand on parle de projet de retard, on parle de temps perdu, on parle d'argent perdu, on parle d'insatisfaction clientèle, on parle aussi de retard compétitif sur le marché. À partir de là, on dit, on est présent, nous, dans les pays, on a du personnel dans le pays, on a de l'expertise. Pourquoi ne pas réfléchir à apporter le service global? Dans le contexte économique actuel, la digitalisation des paiements sécurisés demeure un enjeu important. L'investissement que le groupe OMOA réalise donc aujourd'hui sur notre territoire en tant que nouvel acteur économique renforce le secteur de l'économie numérique et de la transformation digitale, ainsi que de l'inclusion financière, que le gouvernement, sous le leadership du président de la République, insuffle dans notre pays. La mission du groupe OMOA contribue au développement économique des individus et des pays à travers des moyens de paiement sécurisés et innovants. Il prévoit de signer une convention avec l'Université de Lomé. Le groupe est présent dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Allons maintenant prendre connaissance du message divin au peuple kabyle. Ce message est ici consigné dans un ouvrage rendu public par son porteur. Le message en un mot renvoie le kabyle à ses origines, à sa tradition et à sa culture. Le film de la dédicace de l'ouvrage avec Nestor Moussou. L'ouvrage « Le message divin au peuple kabyle » de 207 pages, subdivisé en 3 grandes parties, s'apparente à un recueil de nouvelles. Il est paru à l'AHA Édition en octobre 2021. L'auteur plonge les lecteurs dans la culture kabyle. Il fait une étude comparative des pratiques religieuses kabyle avec la religion chrétienne et autres textes religieux, notamment les principes spirituels universels qu'il désigne comme principes divins, pour démentir la conception selon laquelle les traditions africaines et particulièrement kabyle sont sataniques. Avant le christianisme, la religion qui a été importée, c'est que nos ancêtres avaient leur propre culture, leur propre tradition, leur propre rite, leurs propres coutumes, cérémonies religieuses. Et donc, cette nouvelle religion qui est venue, ou d'autres sont venus, disons, effacer un tout petit peu ces traditions et qui ont été quelque part considérées comme mauvaises, parfois même peut-être diaboliques. Et il se trouve que quand on regarde de très près, il y a un certain nombre de ressemblances qui démontrent que ce que faisaient nos ancêtres avait un sens. Et que les principes que les nouvelles religions nous ont apportés sont des principes universels que nos ancêtres connaissaient déjà. Plusieurs ont déjà parcouru l'ouvrage et beaucoup partagent le point de vue de l'auteur. On a parlé un peu de l'incarnation. Ce sont des thèmes sur le plan religieux qui font débat. C'est quoi la réincarnation? Est-ce que quelqu'un peut mourir et renaître à travers un autre? Comment ça se passe? Parce que dans nos cultures, nous connaissons cela.
Donc bref, il a ramassé une somme d'informations pour essayer de démontrer que nous devons faire très attention par rapport à nos cultures qu'on ne doit pas aussi refouler comme mauvaises. D'un point de vue de culture, ce livre nous évite ce que nous pouvons appeler l'impasse. La méconnaissance d'une partie de la culture togolaise et particulièrement de celle du peuple kabien. Né le 3 juin 1971 à Kpenyon Adja dans la préfecture de Hao, l'auteur Désiré Yaovi Bachassi est titulaire d'un DEA, diplôme d'études approfondies en droit communautaire, option droit des affaires européennes, et d'un DESE, diplôme d'études supérieures européennes, sciences juridiques et politiques, les deux obtenus à l'université de Nancy 2 en France. Désiré Yaovi Bachassi est enseignant-chercheur. Il est actuellement le représentant résident de la commission de l'UEMOA au Bénin. Passagers à bord, à vos ceintures à présent pour survoler la Floride. Sauf que nous n'avons pas de pilote. Le commandant vient d'avoir un malaise. Un passager se propose de prendre les commandes avec l'aide de la tour de contrôle. Pour quelle issue? Une scène vécue et racontée à travers cet élément. Atterrissage parfait et un sang-froid hors du commun. Quelques minutes auparavant, le passager de cet avion privé n'en menait pourtant pas large. J'ai un sérieux problème. Mon pilote a perdu conscience et je n'ai aucune idée de comment piloter l'avion. Dans cette situation particulièrement stressante, l'un des deux passagers prend alors les commandes et contacte les contrôleurs aériens pour leur demander des instructions. Il leur avoue n'avoir aucune idée de sa situation géographique. Restez à 5000 pieds, maintenez les ailes horizontales et essayez simplement de suivre la côte. Nous essayons de vous localiser. La trace GPS du Cessna prouve que l'apprenti pilote a scrupuleusement suivi ses indications pour retrouver l'aéroport de Palm Beach, en Floride. Tout au long de l'atterrissage, Robert Morgan, aiguilleur du ciel, dispense donc un cours de pilotage accéléré. Il m'a dit qu'il serait content de retrouver sa femme enceinte ce soir. C'était un soulagement de l'aider car il n'avait jamais piloté d'avion auparavant. Je savais que s'il parvenait à garder l'avion le nez pointé vers le bas et la tête vers la grande piste, il parviendrait à atterrir si tant est qu'il ne panique pas. Visiblement estomaqué, la tour de contrôle décrit à un pilote professionnel l'exploit qui vient de se dérouler. Un passager a fait atterrir l'avion? Tout à fait, incroyable, super boulot. Le passager n'avait aucune expérience du pilotage. Le pilote professionnel a été transféré à l'hôpital. Quant au héros, son identité n'a toujours pas été dévoilée. Enfin, nous avons touché le sol, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Vous étiez les passagers. Merci à la réalisation qui était notre tour de contrôle. Le commandant à bord vous dit à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.